What's up, guys? J'espère que vous allez bien. UFC 322, betting breakdown et prédiction. On a une carte de malade ce samedi, top to bottom pratiquement. Des bangers après bangers. Par contre, avant de commencer, je vous rappelle, si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous à la chaîne. Si vous en voulez plus, Instagram, GutsMMA, un petit peu plus actif là, que sur YouTube. Et si vous êtes des MMA degenerate comme moi, vous voulez avoir un petit edge sur le marché, savoir qu'est-ce que vous pariez, combien et pourquoi également, très important. Ça se passe sur Patreon là, pour le upgrade. Fait que that's it, guys. N'oubliez pas, il va y avoir des time frames en bas dans la vidéo s'il y a des combats qui vous intéressent plus que d'autres. Fait que sans plus tarder, tout le monde, let's get into it. On a 14 combats pour la carte de demain. Évidemment, si tout se passe bien à la pesée, on le souhaite. Donc, vous comprendrez que c'est enregistré avant la weigh-in. Donc, on se lance. Ouverture de carte, on a Vyacheslav Borchev, j'ai peut-être mal prononcé, désolé, versus Mateusz Camilo. Combat intéressant, quand même intriguant pour moi, je vais vous avouer. Si on regarde un petit peu rapidement les fiches, là, on a 8-6-1 pour de Slavaklos, on va l'appeler comme ça, c'est plus facile à prononcer. Là. Et Camilo, 9-3. Pour les odds, ça ressemble encore à ça, mais on va quand même y retourner. Là. 33 ans, Slavaklos, 24 ans pour Camilo, 5 et 10, 5 et 11, la portée identique. Camilo qui est un petit peu plus favorisé là, par la communauté. Avant même d'enchaîner, allons juste voir les odds, ça a bougé. Ça, moins 170 Camilo, plus 145 Borchev. On va pas trop s'attarder sur le combat. Honnêtement, le gros facteur que je prends en considération ici, c'est où est-ce que Slavaklos en est. J'ai l'impression, même s'il est quand même jeune, qu'il commence peut-être à être un petit peu sur le déclin. Il n'y a pas une expérience de fou là, en MMA précisément, mais il y a quand même d'autres expériences. Il y a du millage dans d'autres sports, pardon. Puis écoutez, il a quand même livré des grosses guerres, puis reçu beaucoup de dégâts. Là. Si on regarde rapidement là, ici son parcours, vous voyez qu'il y a beaucoup plus d'expérience au UFC level, ce qui est un facteur à considérer définitivement. Mais c'est ça, il y a des grosses guerres, il y a des losses par, pas nécessairement par KO, mais où est-ce il s'est fait maganer. Je pense principalement à son combat contre Nazim Sadikov, où il s'est fait dépecer là, au premier round, c'est même pas drôle. Finalement, Borchev qui réussit à survivre de peine et de misère, puis ça a terminé en draw. Revenu deuxième, troisième round un peu plus fort. Je pense que c'était fait 18 au premier. Là. Mais bref, reçu beaucoup de dégâts. Son combat suivant, c'est un gros red flag à mon avis. Il s'est fait knockdown par Chase Hooper. Chase Hooper, on s'entend, c'est un combattant décent à mon avis, mais connu vraiment plus pour son grappling game très agressif et créatif. Et là, de se faire knockdown comme ça là, au premier round par Chase Hooper et se faire dépecer avec du ground and pound violent, not a bad look. Donc, c'est pas la seule, fois où est-ce qu'il s'est fait piece up de la sorte. Et sinon, son dernier combat contre Terrence McKinney, j'étais d'ailleurs du côté de Borchev. Pourquoi? Ben, McKinney, on le sait, c'est un run-round guy. Il a 5 bonnes minutes. Après ça, il ralentit. Je pensais que Borchev allait réussir à passer au travers la furie de McKinney. Mais finalement, il s'est fait takedown avec Eyes et Sub au premier round. Et historiquement, Borchev, qui est pas facile là, à soumettre, là, Chase Hooper, ça a tout pris. Puis même, il y a des arguments comme quoi il n'aurait pas tapé. Mais écoutez, c'est fait, c'est une sub. Mais là, comment McKinney a réussi à sortir aussi rapidement? Quand même inquiétant. Je pense qu'il est malheureusement un peu sur le déclin. Et l'autre chose à considérer, c'est son takedown defense. Tout le monde take down Borchev. Oui, il y a un bon get-up game parce que, évidemment, c'est un striker de très haut niveau, le Borchev, pour ceux qui ne le savent pas. Même striking coach là, au gym où il s'entraîne. Mais c'est ça, tout le monde veut le take down, fait qu'évidemment, à l'entraînement, ben, il se pratique à se relever, etc. Puis on le voit là, dans pratiquement tous ses combats, il se fait take down à multiples reprises. Et Camilo, un athlète très jeune, écoutez, vous voyez, il n'est pas très prouvé là, quand on parle d'expérience. Il y a un seul combat au UFC qui l'a perdu d'ailleurs.
contre un combattant qui n'est pas mauvais en Gabe Green. Gabe Green qui combattait à 170 livres. C'était son début, si je ne me trompe pas, même là, dans cette catégorie de poids-là. Il est arrivé là ultra physique. Et Camilo a réussi à mixer up un petit peu tout. Des takedowns avec relative aide. Je pense que si Camilo est shoot, il va être capable de mettre Borchev au sol. Camilo qui est aussi très créatif avec les subs à temp, donc les triangle choke, etc. On l'a d'ailleurs vu contre Gab Green, où est-ce que justement il y a un peu trop commit ou un triangle choke. Finalement, Gab Green il a réussi à sortir et prendre le dos de Camilo, le soumettre un peu plus tard dans le round. Donc, sub game agressive, créative pour Camilo tout de même. Mais aussi debout, je crois que techniquement, probablement inférieur à Slavaklos. Probablement un peu moins de volume, mais je pense qu'il punch plus fort. Et il y a définitivement un bon pop là, dans ses mains, vous allez voir. Et si Slavaklos se fait knockdown par Chase Hooper, qui est, oui, son striking s'est amélioré, mais on s'entend, là, il n'y a peut-être pas des piles au fist, mais c'est pas un power puncher, le Chase Hooper, by any means. So, si Camilo est réussi à le crack, il pourrait knockdown Slavaklos puis peut-être le terminer de cette façon-là. Écoutez, dans tous les cas, je pense qu'il y a des arguments valables des deux côtés. Si c'était Prime Borchev, j'irais tout de suite prendre un dog shot, c'est sûr et certain. Mais là, j'ai tendance à lean légèrement du côté de Camilo, juste à cause de où est-ce qu'il en est. Et Camilo, on s'entend, on l'a dit, là, il y a quoi, 24 ans. Beaucoup de place au progrès, déjà très talentueux. Donc, écoutez, il peut faire des erreurs encore, un peu comme contre Gabe Green. Il a moins d'expérience. C'est pour ça qu'à moins 170, aucune chance que je parie son moneyline. Borchev est live, c'est un underdog décent à mon avis, mais j'ai pas assez confiance non plus en sa durabilité, surtout là, pour le parier. Donc, écoutez, j'ai pas un lean super clair sur ce combat-là, mais j'ai piqué Camilo comme side là, pour l'ouverture de carte. Next up, on a un match-up chez les middleweight entre Besengur, Susurkaev et Eric Mekonico. The Hunter, on va l'appeler comme ça, qui est le plus gros favori de la carte. Peut-être un petit peu trop à mon goût, mais je peux comprendre là, les raisons. Si on regarde rapidement, 10-0 pour le Russe, 10-3-1 Mekonico, 24 ans, très jeune pour la division, en fait pour le UFC tout court, 35 ans Mekonico. 6 pieds 2, 6 pieds, et léger avantage de portée pour le Russe également. Puis vous voyez le pouls de la communauté, c'est assez one-way traffic, on va se le dire. Et pour les odds, voyons voir, vous voyez, il y a moins 1000, moins 1200. Assez insane, honnêtement, pour un combattant de 24 ans là, qui a un seul combat au UFC. Bref, si on regarde, vous vous souviendrez probablement de lui. Il a été signé au UFC après sa performance à Contender Series un petit peu plus tôt cet été. Belle victoire avec un type au corps, si je ne me trompe pas, qui a seal the deal. Très impressionnant. On ne voit pas ça tous les jours. Et finalement, il a fait son UFC début 4 jours après avoir fait signé son contrat sur la même carte que son partner Khamzat Chimaev a obtenu sa ceinture contre Duplessis. Puis honnêtement, il y a quand même eu de l'opposition ici, le Besengur, contre un Eric Nolan qui est, je crois, un 170 livres naturel ou sa weight class normale. Et écoutez, dominé pour la majeure partie du premier round. Il y a du fun dans la cage, mais il faut en avoir jusqu'à un certain point. À chaque fois qu'il se fait frapper, il sourit, il rigole, okay? Quelque chose que j'aime un petit peu moins voir, honnêtement. Et puis, oui, il y a du succès dans à peu près tous les aspects, mais à la fin du round, il s'est fait sonner solidement, là, je ne me trompe pas, par un hook un petit peu plus sur le top de la tête là, par Eric Nolan. Et si le round ne se terminait pas, là, il y a des chances qu'Eric Nolan aurait pu terminer sur Kaev. Donc, écoutez, il a 24 ans, c'est de l'apprentissage. Il l'a peut-être trop sous-estimé, il a pris ça un petit peu à la légère. Puis justement, ils l'ont wake up dans le coin, ils ont dit là arrête de niaiser. Deuxième round, il a fait ce qu'il avait à faire. Il l'a take down assez rapidement, là, cumulé du contrôle. Du moins, peut-être pas tout à fait un takedown régulier, mais il a réussi à créer un scramble ou whatever, puis à aller sécuriser là, position dominante et faire taper là, Eric Nolan avec un rear naked choke au deuxième round. Donc, il a bien renversé la vapeur. Au deuxième round, c'est bien adapté. Mais on voit justement qu'il est jeune, il est encore green, puis qu'il y a du progrès à faire. Maintenant, Eric Mekonico, je crois pas qu'il est UFC level. Okay? On va partir avec ça d'emblée.
Il a été signé, je ne me trompe pas, short notice pour Nursultan Ruziboev. Ils l'ont envoyé comme de la chair à pâté pour un autre méchant combattant. Et puis, il y a eu un autre combat contre Cody Brundage. Actually, je l'avais pick, puis je pense que j'avais même un petit bet dessus versus Cody Brundage. Ça vous montre à quel point j'ai une poor estime de Cody. Puis écoutez, il est allé back and forth avec Brundage. C'était vraiment pas un beau combat. Ça peut aller dans la liste des Snoozer Fest, définitivement. Mais Konico, qui est à mon avis pas nécessairement un mauvais fighter, il est quand même une bonne physicalité, une technique décente, on va dire debout, c'est pas un striker elite by any mean. Il a de bons kicks, mais on dirait qu'il combat un petit peu effrayé. Il a peur d'échanger. Il aime pas manger des coups, comme s'il y avait un problème de confiance beaucoup. J'ai l'impression que une grosse partie de son problème, pourquoi il y a de la misère et qu'il n'est pas à ce niveau-là, ça se passe entre ses deux oreilles. C'est mon avis. Il s'est déjà fait knocker à plusieurs fois, si je ne me trompe pas. Là, je pense qu'il y a 3 défaites par KO. On va aller voir, là, mais Konico pour être sûr. Ouais, vous voyez, il y a 3 défaites. C'est 3 défaites par knockout. Peut-être justement qu'il n'a pas confiance en son chin. Mais écoutez, le fait justement qu'il se batte de cette façon-là, ça y enlève toutes ses chances, je crois. Puis écoutez, s'il est allé une guerre de tranchées, là, slow pace dégueulasse avec Cody Brundage, je pense vraiment que sur Surkaev, il va put on him. Je pense qu'il va le mettre out. Au premier round, je ne sais pas, parce que Mekonico, justement, le fait qu'il se batte effrayé, il a tendance à être très évasif. Il se tient très, très, très loin. Il se sauve quasiment, là. Donc, c'est sûr qu'elle pourrait avoir peut-être de la misère à le cerner au début. Ça pourrait peut-être prendre un petit peu plus de temps. Mais je pense réellement là, que Basinger va finir par clipper Mekonico ou peut-être le club and sub, whatever. Il va le terminer d'une façon ou d'une autre, à mon avis. The Hunter, qui est très bon. Il a du potentiel, mais encore jeune. Je pense qu'il va finir par pogner son homme dans la division définitivement. Il va se faire crack. Mais ce ne sera pas par Mekonico, là. Ça me surprendrait. Donc, le pick, c'est Basinger par finish avec confiance assez élevée. Prochain combat, on a Angela Overkill Hill versus Fatima Klein. Combat intéressant là, chez les 115 livres, définitivement. Klein qui est tout de même une énorme favorite. Je suis d'accord avec le fait qu'elle soit favorite, mais c'est peut-être encore un petit peu trop élevé. À mon avis, ces odds-là. Si on regarde rapidement, 18-15 Hill, 8-1 pour Klein. Donc, on voit la grosse différence d'expérience déjà là. Si on regarde l'âge, 40 ans, presque 41 ans, là, dans moins de 2 mois pour Hill, 25 ans pour Klein. Massif gap d'âge ici. 5-3 Hill, 5-6 pour Klein. Et un avantage de portée là, de presque 3 pouces là, pour la jeune combattante Klein. Donc, le pouls de la communauté, encore une fois, all over Klein, là, ça fait assez unanime. Rapidement, les odds, je ne sais pas si ça a bougé, il y a du mouvement. Moins 550, moins 585. Vous voyez, du moins 478, pas mal au meilleur prix. Comme j'ai dit rapidement, je suis d'accord avec le fait que Klein soit favorite, mais je trouve ça un petit peu élevé. Si on regarde du côté de Hill, vous voyez, le côté expérience, là, elle a affronté tout le monde. Expérience de malade. 50-50 pas mal au UFC. Là, elle est 13 victoires, 15 défaites. Mais écoutez, elle a affronté tout type de combattantes. Les meilleures, les moins bonnes. Au UFC level, elle a 402 minutes de cage time. C'est assez fou. Fait qu'il faut lui donner son respect définitivement. Angela Hill qui a évolué avec le temps, qui s'est adaptée, qui était connue plus justement pour son striking. Elle démontre un petit peu plus de grappling upside dernièrement, mais je pense pas qu'elle est qu'à ce point-ci de sa carrière, Fatima Klein, ce soit un bon match-up pour elle. Je crois que Angela Hill a définitivement ralenti. Écoutez, c'est normal, là, à l'aube de ses 41 ans, l'athlétisme il commence à diminuer. Elle est moins rapide un petit peu, moins explosive. Quand même capable d'aller faire un 3 rounds, je pense, avec un pace assez élevé, d'avoir un bon volume. Mais je pense que Fatima Klein va take over justement avec sa jeunesse, son explosivité, son footwork.
sa vitesse, mais aussi le power. Si on regarde relativement le dernier combat, pas relativement, rapidement, pardon, le dernier combat de Angela Hill contre Yasmine Lucindo, je pense que c'est quand même un red flag là, pour où est-ce qu'elle en est dans sa carrière lately. Donc Lucindo, qui est une autre jeune combattante, mi-vingtaine si je ne me trompe pas. Striking décent, bon power, oui, mais peut-être un petit peu moins rapide qu'une combattante comme Fatima Klein. Donc oui, Lucindo a connu dur, mais pas nécessairement aussi explosive, aussi mobile et athlétique, on va dire que Klein. Peut-être un petit peu plus physique, ça il faut lui donner. Et écoutez, elle a quand même ragdoll Angela Hill jusqu'à un certain point. Oui, et la touche avec des coups aussi. Mais on voit vraiment la différence d'impact là, quand c'est Lucindo qui throw. Puis c'est un petit peu la semaine dernière, là, je pourrais comparer ça à Tesha Torres puis Denise Gomez. Si on regarde nombre pour nombre, les coups significatifs sont semblables. Mais le fait que Denise Gomez a throw avec plus de power puis les coups ont plus d'impact, ça lui donne un petit edge, je veux pas, sur la carte des juges. Puis du côté de Klein, elle a une solide boxe, elle sert bien de sa portée, elle est capable de kicker également, mais elle est beaucoup plus rapide, à mon avis, là, qu'une Lucindo ou qu'une Angela Hill. Donc, fast hands, elle se déplace bien, gère bien la distance, bonne pressure méthodique, mais elle a aussi un très bon ground game, elle est capable de mixer les takedowns par-ci, par-là. On l'a vu se faire takedown également, mais tout de même dur à contrôler, là. Puis elle démontre une get-up game quand même décente, capacité de reverse. Donc, Angela Hill pourrait arriver avec un wrestling game plan, mais je pense pas qu'elle ait nécessairement énormément de succès, même si elle a amélioré et est capable d'employer cet aspect-là. Angela Hill, je pense pas que c'est son main game, même rendu là à ce point-ci de sa carrière. Donc, Fatima Klein, on l'a vu. UFC début contre Jasmine, on la connaît, Jasmine, là, c'est une excellente fighter, mais c'était aussi à 125 livres. Donc, OK, fine, elle s'est fait ragdoll un peu par Jazedas Vicious à 125 livres, mais écoutez, c'est une combattante élite. C'est pas facile de faire son début contre une telle opposition. Ensuite, contre Dudukova, beau KO TKO. Oui, elle s'est fait amener au sol, mais elle a eu des takedowns également. Puis elle a vraiment le finishing upside, à mon avis. Puis on l'a vu, là, Victoria qui faisait tout pour avoir des amenés au sol, puis qui a eu quand même de la misère. 2 sur 6, difficulté de contrôler. Aussitôt qu'elle ralentit, elle s'est ramassée on bottom. Elle s'est fait terminer au deuxième round. Et puis contre Martinez, elle avait l'avantage debout. Vous voyez, Martinez qui est une très bonne striker, mais Fatima Klein qui l'a pratiquement double up au significant strikes et qui l'a head kick knockout au troisième round de toute beauté. Donc je pense que dans ce combat-là, Fatima Klein elle a le finishing upside. Je pense qu'elle va avoir plus de volume, des coups plus percutants. S'il y a des échanges de grappling, ça risque d'être serré, mais je pourrais même donner un petit edge à Klein. Fait que, écoutez, à ce point-ci là, de sa carrière, Angela Hill, c'est triste parce que c'est une bonne combattante, je la respecte énormément, mais je pense pas qu'elle a ce qu'il faut là, pour vaincre Fatima Klein. Et je crois justement là, que Fatima elle a beaucoup, beaucoup de potentiel dans les divisions, puis qu'elle a un ceiling assez élevé. Donc, Fatima Klein pour le pick. J'ai tendance à lean décision, mais il y a peut-être des petits odds intéressants là, du côté du finish. On ne sait jamais, là, il commence à ralentir, ça se pourrait qu'elle se fasse terminer pour une... Elle s'est déjà fait sub, jamais KO, mais à ce point-ci de sa carrière, justement, si ça doit arriver, ça va arriver bientôt. Fait que voilà pour la prédiction. On a un très bon combat ici, next, entre Chepe Mariscal et Pat Sabatini. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un rematch. Ils se sont affrontés en 2018. Chepe qui avait réussi à edger la split decision. Mais écoutez, c'est plus les mêmes combattants, je crois, là, depuis cette époque. Rapidement, 18-6 Chepe, 25 pour Pat. Pat qui est un léger favori. Et pourtant, les odds, pas les odds, la communauté, ça ne reflète pas du tout là, les probabilités des cotes actuelles. 33 ans, 35 ans. Léger avantage de grandeur et de portée pour Pat de 1 pouce, mais ça ne sera pas nécessairement à son avantage ici parce que c'est un grappler, un peu grappler. Si on regarde ici pour Pat Sabatini, seulement 2 défaites au UFC level et 2 défaites là, par knockout. Premier contre Damon Jackson, s'est fait clip par un front kick de mémoire et TKO. Damon Jackson qui avait perdu son frère quelques jours avant le fight, si je ne me trompe pas.
il était sur une mission et écoutez, Pat Sabatini, il s'est retrouvé sur son chemin, il s'est fait put out. Diego Lopez qui l'a KO TKO in good fashion au premier round. Et on l'a vu se faire blesser aussi à d'autres reprises contre Jamal Hammers. C'est le premier qui me vient en tête. Là. D'ailleurs, Hammers s'est battu la semaine dernière. Hammers avait clip Sabatini solide. Finalement, ça s'est retrouvé au sol. Une guerre de heel hook, de toe hold et Pat Sabatini qui, qui a brisé Jamal Hammers. Mais écoutez, dernièrement, Sabatini, excellente performance contre Jonathan Pierce, qui est un autre excellent grappler. Et Pat Sabatini a réussi à le choquer au premier round. Pour vrai, là, très très impressive comme performance. Et la dernière fois qu'on l'a vu dans la cage, c'était contre Jordan Brito. Un grappler, je dirais, élite, là, très high-level jiu-jitsu. Et Pat Sabatini, il l'a étouffé, il l'a ragdoll, il l'a takedown 4 fois sur 15 minutes. Il ne l'a pas terminé, mais vous voyez, 13 minutes 47 de contrôle. Pas laissé d'espace pour rien à Joe Anderson Brito, qui, je crois, est un très très bon fighter. D'ailleurs, j'étais sur Brito dans ce combat-là, puis écoutez, je me suis trompé à 100 000 à l'heure. Et du côté de Chepe Mariscal, invaincu au UFC level, des performances un petit peu plus coup-ci coup-ça, par-ci par-là. Je pense principalement à la split decision, qui aurait pu aller, je crois, d'un côté comme de l'autre contre Morgan Charrière. Et sinon, même dans la victoire, son dernier fight, Fine, c'est une victoire dominante, mais contre Ricardo Ramos, qui honnêtement nous montre être peut-être pas UFC level. Il s'est fait soumettre par Canofly là, très rapidement son dernier fight, donc c'est pas nécessairement une victoire qui age well. Je crois que Pat Sabatini a affronté définitivement un meilleur niveau de position. Même contre Jack Jenkins, je veux dire, c'est un combat serré et puis Chepe tentait un takedown. Jack Jenkins qui se brise le bras en tombant. Donc, Chepe qui a tendance aussi à mixer les takedowns, mais qui peut se faire amener au sol également. On le voit ici dans ses 3 derniers fights contre des adversaires qui sont, à mon avis, des beaucoup moins haut level lutteurs et grapplers que Pat Sabatini. Donc, à mon avis, les takedowns vont être là pour Pat, surtout early. Maintenant, est-ce qu'il va être capable de contrôler Chepe ou le terminer? Ça, je ne sais pas, parce que Chepe, il démontre un très bon get-up game, une bonne capacité de scramble. Il faut lui donner l'avantage, c'est un dog. Il va probablement avoir plus de cardio à long terme si le combat s'extend. S'il fait travailler Pat, il pourrait renverser la vapeur là, late, à mon avis. Niveau striking, Chepe est meilleur. C'est pas nécessairement un striker élite, mais il n'a pas peur d'échanger coup pour coup, donner et recevoir. À l'inverse, Pat Sabatini qui se trouve être un petit peu chinny, on ne va pas se mentir. Donc clairement, debout, je donne l'avantage à Chepe Mariscal. Mais est-ce que ça va rester debout pour des longues périodes? Ça, je ne sais pas. Stats intéressantes, là. Pat Sabatini, il y a quand même combien de combats au UFC? Il y en a 9. Sur ces 9 fights, 19% de son temps d'octogone se passe hors de la distance, fait que soit dans le clinch et soit au sol. Donc, c'est très, très peu. Et dites-vous, il a passé 19% de son temps à distance. Et sur ce 19%-là, il s'est fait knock-out 2 fois. Donc, soyez pas surpris si Chepe réussit là, à clip là, comme il faut Pat et le mettre out. C'est clairement sur la table. Mais si Pat il réussit à avoir des takedowns à répétition, je pense que ça va être dans son monde. On l'a dit, là, c'est plus les mêmes combattants depuis 2018. Je pense que Chepe il était déjà polyvalent. Il a amélioré tous les aspects de sa game, clairement. Mais Pat, son top game, son contrôle au sol est next level à mon avis. C'est pour ça que je vais sider de son bord, pas avec high confidence. Honnêtement, je ne serais pas surpris que Chepe knock the fuck out Pat Sabatini. Mais en termes de pure pick, je vais y aller du côté de Pat avec une confiance légère, on va dire comme ça. Next up, on a GM3, Gerald Meerschaert versus Kyle Daukaus. Et je suis highly du côté de Daukaus. Je vous dis pourquoi dans un instant. 37-20 pour Gerald, un ultime vétéran du UFC. 16-4 pour Kyle, qui est un favori assez décent, mais je m'attendais peut-être même à ce qu'il soit plus. Mais je pense que ça l'a enflé. Moins 350, c'est bien. Si on regarde ici, vous voyez, rendu à moins 500, ça commence à être un petit peu plus élevé. 32 ans pour Kyle, 37 pour GM3, 6-3 versus 6-1. Léger avantage pour GM3 et la communauté
Hailey du côté de Dacos et c'est là que je vais sider également. Les raisons du pourquoi. Si on commence du côté de Kyle, écoutez, c'est sa deuxième run au UFC, si vous ne le savez pas. Donc, Kyle Dacos qui était au UFC auparavant et il s'est fait cut ici après sa défaite par KO contre Eric Anders. Pas nécessairement la plus belle run, mais a quand même affronté un niveau de position décent. Vous voyez, son deuxième fight au UFC contre Brendan Allen a perdu par décision. Phil Howes, dans le temps, c'était une bonne pièce, mais écoutez, pas nécessairement top 10, top 15 material. Contre Kevin Holland, il avait choke out, si je ne me trompe pas. Il y a eu un contact avec un head clash. Kyle Dacos qui prend le rear naked choke. Et je pense qu'à cause du coup de tête, ils ont reverse la décision. Jamie Pickett, bof, low level. Mais après ça, il a perdu contre Roman Dolidze, qui est un stud. Il s'est fait knocker. Et par Eric Anders, ça honnêtement, un petit peu moins une belle défaite, il ne faut pas se le cacher. Kyle Dacos qui est retourné sur la scène régionale, a enchaîné 4 victoires de suite, devenu champion CFFC, si je ne me trompe pas. Sur ses 4 wins, 3 finishes. Certains, c'est pas le même niveau de compétition là, qu'au UFC. Mais tout de même, belle petite run. Et puis, il est revenu récemment en août, s'est fait signer à nouveau pour affronter Michel Pereira. Puis honnêtement, je pense que tout le monde pensait que Michel Pereira allait gagner, ou presque. Probablement même le UFC. Kyle Dacos qui s'est fait crack dans le passé. Pereira qui est un bon fighter, qui a fini beaucoup, même s'il est on and off, il a fait terminer beaucoup de combattants assez haut niveau. Et finalement, Kyle Dacos qui connecte avec un gros overhand au premier round. Vous voyez, ça a duré 43 secondes. Dacos qui stun Pereira, qui le knock down et qui le termine avec des violents coups de coude au sol. Très, très impressionnant comme performance. Et Kyle Dacos qui est plus reconnu pour son grappling. Sur ses victoires, vous voyez, là, il y a 11 soumissions. Donc, Kyle Dacos, si on regarde sa fiche, 16 wins, il y a 11 subs. Fait que pas nécessairement connu pour son power ou son striking, mais il a clairement démontré qu'il y a du pop dans les mains. Et de l'autre côté, on a GM3. Puis écoutez, si c'était un prime GM3 là, à ce prix-là, le dog shot serait très très intéressant, on ne se le cachera pas, mais je pense que GM3 est washed. Je pense que c'est terminé, ses plus beaux jours. Écoutez, je comprends avec tout le millage qu'il a fait. Puis c'est encore une fois un peu comme Angela Hill tout à l'heure. C'est un combattant que je respecte, mais honnêtement, j'aime pas ce que je vois de lui dernièrement. Ça a principalement commencé son combat avec Brad Tavares et j'avais pris un dog shot sur GM3 sur ce combat-là. J'y croyais, puis finalement, performance assez awful à mon avis. 0 takedown sur 8 attempts. Il est low volume, il est lent. Il n'a pas un bon footwork, il n'est pas athlétique. Je veux dire, il peut avoir un striking, fonctionnel. Il est capable de lancer des coups et tout, mais il n'a pas un super power. Son chin est gone et c'est ça qui m'inquiète le plus. Si on regarde son dernier combat contre Olechechuk, j'avais bang sur Mikal par knockout, par finish, tout ce que vous voudrez. Et écoutez, chaque coup que Mikal touche avec impact semblait déranger, voire stunner Gérald. Et je pense que ça ne sera pas différent ici. Je pense vraiment que Kyle Dacos, même s'il est plus connu pour son grappling, il va arriver, puis la première bombe qui va toucher clean va mettre GM3 sur le cul et il va le terminer. Ma seule crainte, je dirais, si on sait GM3, c'est le genre de combattant qui fait du magic, un peu à la Paul Craig. Là. Donc, si ça s'extend, il est sur son back ou on top encore mieux, il peut aller chercher une soumission de façon opportuniste. Mais je pense que Kyle Dacos, même là, il a probablement l'avantage de lutte à ce point-ci. GM3, bonne chance pour takedown Dacos dans ce combat-là. Je crois qu'il est plus athlétique, plus rapide, plus physique. GM3 ne sera pas capable de le mettre au sol, du moins ça me surprendrait. Et ma seule crainte, je dirais, c'est justement si Kyle est knockdown et jump dans la garde un peu trop excité, GM3 pourrait peut-être aller chercher une sub. Mais écoutez, c'est ça qui est arrivé contre Mikal. Et puis, il n'a même pas eu le temps d'aller chercher une sub. Mikal a juste punché, puis ça a pris quelques coups. TKO, je pense que ça va être la même chose ici. Donc, je m'attends à ce que Dacos clip GM3 solide debout. Puis qu'il termine soit right avec son shot sur les pieds ou sinon il jump dans la garde et il termine au sol avec du ground and pound.
Donc, bref, Kyle Dawkins by finish, j'ai donné le play là, sur Instagram, sur le flux Patreon cette semaine à moins 137 sur Coolbet. On peut aller voir rapidement là, si les odds ont bougé, mais je pense que sur les marchés, c'est même rendu un petit peu plus haut que ça. Je pense que pas GM3, Kyle Dawkins by finish, on se cover au cas où il y a une sub, on ne sait jamais. Mais plus likely un KO, là, on ne se mentira pas. Donc, vous voyez, inside the distance, du moins 145, au moins 135 ici, quand même bien. Fait qu'encore descend le prix sur les marchés, à mon avis. Et sinon, Dark Horse Knockout aussi, je pense que c'est bon. Du plus 129, mon Dieu, c'est rendu plus 129, il n'y a pas grand value, on va se le dire. Tant qu'à ça, jouer le ITD. Plus 175, descend, mais bref, ça commence à être juicé pour un knockout prop. Mais anyway, je pense que c'est vraiment le outcome le plus probable là, dans ce combat-là. Next up, on a Malcolm Wellmaker versus Hitting Ewing. Pardonnez ma prononciation encore une fois. On va vraiment pas s'attarder là-dessus. Pourquoi? Malcolm, il devait affronter Cody Haddon. Sur le papier, les odds étaient quand même serrés, mais je pense vraiment que Malcolm aurait knocké Haddon. C'était mon pick, c'était ma prédiction. Pourquoi? Bon, pas besoin d'embarquer là-dedans, anyway, ils se battent pas ensemble. Mais bref, Cody qui se serait cassé le pied. Fait que le match-up ici a été ficelé hier soir. J'ai aucune idée de qui Hitting Ewing est. Je sais juste qu'il s'est battu samedi passé, je pense, ou dimanche, je ne sais plus trop. Voilà une semaine à peu près. Il est devenu champion de l'organisation régionale de Uriah Faber. Victoire par TKO au premier round. Mais honnêtement, je ne le connais aucunement à part ça. Je sais juste qu'il prend le combat short notice contre un très très high prospect du UFC en Malcolm Wellmaker. Et j'ai pas le choix de pick Malcolm rapidement comme ça. C'est sûr qu'il n'y a rien à perdre. On s'entend, ce gars-là, il arrive late short notice contre un gros prospect. Rien à perdre, tout à gagner. Il est signé au UFC. Il va sûrement prendre des chances. Il va essayer de tout donner early. Mais d'après moi, contre un gars comme Malcolm, justement, ça va laisser d'ouverture. Puis il va probablement se faire knocker par un right hook, comme tous les opponents de Wellmaker à ce niveau-là. Donc, Wellmaker knockout rapidement comme ça. Mais on ne s'attarde pas plus là-dessus là, pour la prédiction. Next up, on a un bon combat chez les Women Flyweight entre Erin Blanchfield et Tracy Cortez. 13-2 pour Blanchfield, 12-2 pour Cortez. 26 ans pour Erin, 31 ans pour Cortez. Léger avantage de grandeur pour Cortez, mais c'est Blanchfield qui a un petit peu plus de portée. La communauté, 80% pour Blanchfield. Ça représente un petit peu les odds actuels. Je crois qu'elle est rendue plus autour de moins 250, là, Blanchfield. Et je vais sider de son côté. Si on regarde au niveau du style, c'est deux combattantes qui ont tendance à vouloir amener le combat au sol. Je crois que Cortez a le plus gros background de lutte, mais je crois également que Cortez est plus susceptible au takedown. Même statistiquement, que quand on regarde le tape, on voit ici là, Tracy Cortez s'est fait amener 5 fois au sol par Rose Namajunas, qui est une excellente combattante, oui, mais qui reste une 115 livres, qui est plus connue pour son striking game. S'est fait amener au sol par Gatto, par Judas Vicious, par Stephanie Hager, donc à plusieurs reprises. Blanchfield n'est pas bulletproof au takedown non plus. Vous voyez, elle s'est fait aussi amener au sol une fois par Rose. Par Manon Fiorot, ça on peut lui donner un pass, une des combattantes les plus physiques là, de toute la division. Et ce qui m'amène d'ailleurs sur un point important, la physicalité. Je crois que Erin Blanchfield va avoir l'avantage de force physique là, dans ce combat-là. Cortez, on l'a vu à quelques reprises, avoir un petit peu plus de difficulté d'ailleurs dans cet aspect. Je pense d'ailleurs à son combat contre Justin Kish, qu'elle a gagné par split decision. Et ça m'amène au prochain point. Vous voyez, là, Cortez, que des décisions UFC level, et parfois un petit peu plus serré que ça devrait l'être. Donc vraiment, Erin Blanchfield, je pense qu'il y a le finishing upside dans ce combat-là. Je pense pas que Cortez puisse avoir de finish. Blanchfield, probablement pas, mais s'il y en a une, à mon avis, ça va être de son côté. Une seule défaite au UFC level contre Manon Fiorot, un 5 rounds back and forth. Erin Blanchfield, c'est une absolute dog. Elle n'a pas peur d'échanger, de pressure, de recevoir. Elle va échanger coup pour coup, elle va push le pace, elle va mettre la pression no matter what. Puis je pense que c'est ça qui va arriver dans ce combat-là. Debout, je donnerais l'avantage technique à Cortez, surtout au niveau de la boxe, honnêtement.
Mais Cortez qui est parfois low volume, donc pas un output super élevé, là, à l'inverse de Blanchfield qui est moins technique, mais qui va envoyer plus de coups. Je pense que ça peut lui donner un petit avantage ici. Il veut pas plus de coups, elle risque de toucher plus. Niveau power, c'est similaire, mais ultimement, je pense que Blanchfield, elle va pusher un pace, elle va mixer le clinch, elle va essayer d'avoir des takedowns, puis elle va être capable d'avoir un petit edge de ce côté-là. Puis, tu sais, dernière chose qui me plaît un petit peu moins du côté de Cortez, on l'a dit, Blanchfield, c'est une dog, mais Cortez, je pense son dernier combat avant-dernier, contre Namajunas, elle a fait une scène parce qu'elle a perdu un de ses fossiles là, pendant le fight. Fait qu'écoutez, c'est pas le genre de truc qui me plaît beaucoup là, à ce niveau-là. Donc, Give Me Blanchfield, plus jeune, je pense plus de place au progrès, plus high ceiling. Elle va outdog Tracy Cortez, à mon avis. Quel fight! Honnêtement, il y a des super bons arguments des deux côtés. Mais je vais slightly lean du côté du dog Roman Kopylov. Par contre, encore une fois, là, je vais pas blâmer personne là, du côté de Robocop. Il y a des très très bons arguments pour lui également. J'explique mon raisonnement dans un instant. Kopylov, 34 ans. Robocop, 33 ans, mais j'y crois pas trop. Honnêtement, on dirait vraiment qu'il a genre 45 ans, ce gars-là. Il y a peut-être un petit problème d'âge à quelque part. 185 les deux, évidemment, là, chez les middleweight. Robocop qui a l'avantage de grandeur et la portée qui est pratiquement identique. La communauté, pas mal plus du côté de Rodriguez. Et si on regarde les odds actuels, est-ce que ça a bougé? Kopylov, plus 160, Rodriguez, moins 185. Bref, si on se lance dans le breakdown un petit peu plus en détail de façon stylistique, je pense qu'il y a peut-être un léger recency bias dans ce combat-là. Au niveau des odds, je veux dire, pourquoi? Il y a Roman Kopylov qui revient d'une défaite contre Paulo Costa. Kopylov qui était un favori tout de même. Et à l'inverse, pardonnez-moi, il y a Rodriguez qui revient d'une grosse victoire là, par knockout au premier round contre Jack Hermansson. Par contre, Jack Hermansson, on va se le dire, je pense qu'il est un petit peu plus au bout de sa carrière, qui a toujours eu des problèmes de durabilité. Mais Grégory Rodriguez, il cogne dur en sacrament. C'est un des knockouts les plus brutals là, que j'ai vu cette année, je pense. Là. Pauvre Jack Hermansson, il se fait knockout cold debout. Puis Rodriguez qui follow up avec un nasty shot on the ground. Pour vrai, c'est pas beau à voir. Là. Écoutez, grosse win d'un côté, puis défaite décevante de 1. Fait que souvent, les marchés, justement, ils vont être un petit peu plus inaccurate à cause de ça. Pas d'une grosse manœuvre, d'une grosse marge, je pense, ici, mais clairement là, que ça peut entrer en jeu. Si on regarde Roman Kopylov, on le sait, il a été champion de hand-to-hand combat, je pense, 4-5 fois. Très très bon striker, belle technique debout, un petit peu plus rapide, explosif à mon avis là, dans ce match-up-là. Pas le plus mobile, mais je pense tout de même qu'il a un footwork assez décent. Si on regarde son parcours, il a perdu ses 2 premiers combats au UFC. Après ça, une run assez décente. Je ne me trompe pas, il est allé travailler sa lutte, sa takedown defense là, avec les Russes là, à la suite de ses défaites ici. Contre Fluffy, il s'est fait sub, il s'est fait fluffed. Mais écoutez, qui se fait pas fluff? Je pense que Fluffy, il passera au travers de Grégory Rodriguez également. Combat suivant, moyen, écoutez, il a quand même eu un knockdown, il a blessé César Almeida. Mais ça a été serré. Là. Almeida qui est revenu plus tard dans le combat. Kopylov qui a réussi à edger la split decision. Et combat suivant, même chose, une grosse guerre serrée avec Chris Curtis. Il trouve un knockout avec un head kick à 1 seconde de la fin du combat. Il y en a qui trouvent que c'est discutable comme fait, mais pareil, beau finish, it's beautiful. Et son dernier combat contre Paulo Costa, j'étais du côté de Kopylov d'ailleurs, mais finalement Paulo Costa qui est revenu, qui nous a montré qu'il est encore au niveau. J'étais un des plus gros doubters de Paulo Costa, honnêtement, mais il a montré des belles choses ici. Puis je crois que ce qui a donné beaucoup de mal à Roman Kopylov dans ce match-up-là, après réécoute justement, first, Kopylov, il s'est fait knockdown, c'est au premier round. Je pense que ça l'a vraiment joué là, sur sa confiance, sur ses réactions, whatever, etc. Toute sa game, je pense, elle a été affectée pour ça, c'est clair.
Mais ce qui lui a donné beaucoup, beaucoup de mal, c'est la vitesse et les feintes de Paulo Costa. Donc, Paulo Costa, c'est un gros bonhomme, mais il est très rapide, très athlétique, puis sa game de feinte dans ce combat-là est vraiment, vraiment bonne. Kopylov qui mord à l'hameçon, puis je pense que c'est à cause justement qu'il s'est fait blesser assez solide au premier round. L'espèce de crainte de se refaire connecter là, gravement, c'est ça qui a donné autant de le edge à Paulo Costa. Vous irez le voir, bref, c'est de toute beauté. Costa qui feinte là, sans arrêt, qui réussit à set-up des traps, etc. Et ultimement qui outpace là, Kopylov. Tout de même, Kopylov, au troisième round, là, qui revient avec un gros shot qui blesse Costa. Peut-être pas assez pour voler le round, mais il est puissant, Kopylov. Il a une belle offensive diversifiée, très technique, on l'a dit. Puis du côté de Rodriguez, ce que j'aime un petit peu moins, c'est son chin. C'est juste ça qui m'inquiète. On le regarde, là, il s'est fait connecter. Il a perdu à Contender Series en 2020 contre un 170 livres. Honnêtement, là, dans ce combat-là, on dirait que Rodriguez, c'est un poids lourd puis que Williams, c'est un lightweight. Il se fait knock-out cold. Là, c'est vraiment pas beau à voir. Donc, je pense vraiment qu'il y a des chin issues. Contre John Young Park, il s'est fait blesser solide. C'est arrivé dans plein de combats qu'il se fait clip, il se fait wobble. Contre Bruno Ferreira, il s'est fait out cold également. Contre Cannonier, Grégory Rodriguez ben ça, c'est un scénario différent. Là. C'est Rodriguez qui n'a pas réussi à se pacer. Il knock down, il blesse Cannonier en début de combat. Il le massacre. Finalement, finit par gaz out et Cannonier qui come back later pour knocker Rodriguez. J'avais d'ailleurs du Jared Cannonier là, by finish dans ce combat-là. C'est tout qu'un comeback, tout qu'un fight, honnêtement. Et puis il est revenu contre Jack Hermanson, il l'a mis out au premier round, mais je pense pas que pour autant son menton s'est amélioré. Maintenant, ce combat-là, c'est dans la grande cage. Si Kopylov est capable de dealer avec la pressure de Rodriguez, d'être évasif, de ne pas se faire trap, je pense qu'il est live. Pour décision, ça va être quand même tough, honnêtement, mais pour un knockout, je pense qu'il est live. Un gros head kick, un gros clean shot sur la babine, je pense qu'il pourrait mettre out Grégory Rodriguez. Puis de l'autre côté, ce qui m'inquiète un petit peu avec notre ami Grégory, c'est qu'il y a un jiu-jitsu, il y a une lutte très, très, très bonne. Le gars est extrêmement physique, c'est un colosse, mais il a tendance à ne pas s'en servir. Grégory Rodriguez, on dirait qu'il aime ça, rester debout puis banged up. Puis s'il décide juste de faire ça, ben c'est là qu'il va donner le plus de chance à Kopylov. Parce que même s'il est bon, il est puissant, je pense qu'il est moins rapide. Il n'y a pas la vitesse, l'explosion d'un Paulo Costa ou la game de feinte. Puis Kopylov, on l'a vu contre des gars plus lents, plus gros dans le passé, là, il est capable de. Une fois qu'il a ses reads, il est capable de counter efficacement, là, puis de piece up ses adversaires. Fait que si Rodriguez il fait juste avancer puis swinger, qu'il n'essaie pas de push Kopylov contre la cage, de l'amener au sol, je pense que ça pourrait se ramasser contre lui. Mais il va peut-être le faire aussi, comme je vous dis, c'est comme si on ne sait pas à quoi s'attendre avec Grégory Rodriguez, puis c'est un petit peu pour ça que je vais s'aider du côté là, de Roman. La bounce back win, on va y aller avec ça, dog shot, niveau de confiance très low, vous comprendrez, là, Rodriguez est totalement live là, pour soit aller à la décision ou même là, je pourrais voir une sub ou un knockout de son côté. Mais écoutez, j'ai pas confiance à son game plan, j'ai pas confiance à son chin. Ça se peut qu'il va peut-être me prove wrong, mais je vais s'aller du côté de Kopylov là, pour ces raisons. Prochain combat, on a Bo Nickal contre Rodolfo Vieira. Si on regarde ici, 7-1 pour Nickal, 11-3 pour Vieira. 29 ans Nickal, 36 ans pour Rodolfo. 6-1, 6 pieds. La portée, avantage de 3 pouces pour Bo Nickal. La communauté plus du côté de Bo Nickal. Et honnêtement, je suis en désaccord sur ce combat-là. Eh oui, surprise, un autre dog shot. Actually, j'ai un bet sur le moneyline de Rodolfo Vieira. J'explique le raisonnement dans un instant. On va juste regarder les odds, ça a changé. Donc, j'ai pris du Vieira à plus 200. Là, donc, vous voyez, il est redescendu plus 186, plus 175 sur certains marchés. Donc, le plus 200 n'est plus là. Honnêtement, je pense que les odds sont off. Ça devrait être plus près d'un PKM. Je pourrais comprendre que Bo Nickal, c'est un léger favori. Mais à moins 250, là, honnêtement, j'avais pas le choix de prendre un poke sur Vieira. Pourquoi? J'explique. Ben, first, l'expérience.
Bo Nickel, là, il fait du MMA professionnel depuis même pas 3 ans et demi. Okay, je comprends qu'il y a un gros background de lutte, mais sur Rodolfo Vieira, il y a un gros background de Jiu-Jitsu. Vieira il est professionnel en MMA depuis presque 9 ans. Il y a plus de combats, plus d'opposition high level jusqu'à un certain point. Je veux dire, Bo Nickel, il a affronté un combattant au high level à son dernier fight. Puis il s'est fait pieced up, il s'est fait massacrer par RDR. On pourrait considérer Paul Craig un haut niveau, mais encore une fois, je pense qu'il y a eu Paul Craig à un point de sa carrière qui est washed. Puis Paul Craig, écoutez, c'est pas. On le sait, là, il y a une sub-game opportuniste, mais à part ça, c'est pas un combattant là, élite by any means, à mon avis. Donc oui, un sub-game élite, mais debout, c'est très basic. Maintenant, si on regarde ici Bo Nickel, vous voyez ses autres combats. Zachary Borrego, Donovan Beard, Jamie Pickett, Val Woodburn, Cody Brundage. Est-ce que c'est des belles victoires à vos avis? Moi, je crois que pas du tout. Je pense pas que c'est du haut niveau. Paul Craig, actually, c'est sa victoire de plus de qualité. Puis j'étais là sur place l'an passé au Madison Square Garden. Un vrai snoozer. Par moment, Bo Nickel s'est fait outstrike. Oui, il s'est fait outstrike par moment par Paul Craig. Croyez-le ou non. Je pense que Bo Nickel, il s'améliore, mais je vous l'ai dit, ça fait même pas 3 ans et demi qu'il est professionnel. Son striking est très fonctionnel, on va dire rudimentaire. Beaucoup de single shots, travaille pas en combinaison. Un pop décent dans ses mains, là, il faut lui donner, mais je pense pas qu'il y ait un striking elite by any mean. Puis honnêtement, je pense que Vieira, c'est probablement le striker le plus technique que Bo Nickel a affronté, ou presque. Je veux dire, RDR, il a knocké, il a KO, TKO, mais RDR, c'est pas un striker élite. Il a une bonne main arrière, il a un très bon genou au corps, mais son striking est très échevelé, puis c'est pas sharp nécessairement. Là. Du côté de Vieira, on le connaît, on l'a dit, là, il a, je pense, multiple titles de Jiu-Jitsu, World, bref, un combattant décoré en Jiu-Jitsu, mais sa boxe s'est extrêmement améliorée, à mon avis. Il est capable d'envoyer des kicks là, par-ci par-là, mais c'est vraiment plus un boxeur. À mon avis, il a une meilleure boxe que Nickel, plus crisp, plus technique, plus de combos aussi. Je l'ai dit, là, Bo Nickel, c'est plus des single shots. Rodolfo Vieira, il va placer des 1-2-3, il va varier body head, surtout récemment. Là. Si on regarde son background, sub ici, c'est pas contre du haut level. Contre Hernandez, Rodolfo Vieira, premier round, là, qui ragdoll Anthony Hernandez, plusieurs takedowns, et puis juste flat gas out au deuxième, puis il s'est fait choquer. Mais j'en parlais avec un ami plus tôt cette semaine, mais à ce point-là, il était tellement gas out que probablement même moi, j'aurais pu soumettre Rodolfo Vieira. Après ça, Dustin Stolfus, pas une mauvaise victoire. Sub au troisième round. Il est allé back and forth pendant 15 minutes debout avec Chris Curtis. C'est un combat que quand je vous dis, oui, il y a gaz out contre Hernandez, mais je pense qu'il a vraiment patché son cardio issue. Contre Chris Curtis, je veux dire, oui, à la fin, il est fatigué, mais il a push 15 minutes, il a lancé 150 coups, puis il a tenté 20 takedowns. Fine, il n'y en a pas eu, mais il a quand même tenté 20 takedowns. Ça prend du gaz. Il s'est fait piece up par moment, mais il a push through it. Puis honnêtement, s'il est allé à la décision avec Chris Curtis, je pense pas nécessairement que Bo Nickel va avoir un edge debout contre un Rodolfo Vieira. Je veux dire, Vieira qui a placé des bons coups, là, 86 significatifs, là, gros output. Bo Nickel qui est extrêmement low volume. Donc je pense qu'en plus que Vieira a une meilleure boxe, il a justement un plus gros output. Maintenant, contre Cody Brundage, oui, il s'est fait clip au premier round. Mais il a bien réussi à récupérer. Puis Brundage, il faut lui donner, il a un gros overhand, puis il tape fort, surtout en début de combat. Finalement, il revient, il choke out Cody Brundage. Contre Petrosyan, belle victoire, honnêtement. Adversaire tout de même là, de qualité. Sub au premier round. Contre Petroski, pas le meilleur look, on ne se le cachera pas, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Décision pour Petroski, principalement debout. Et son dernier combat contre Trajan Gore, honnêtement, j'ai trouvé que c'était une belle performance, même si Trajan Gore, c'est pas nécessairement un top quality opponent. Si on regarde ici, là, vous voyez, il a shooté 14 takedowns, il en a juste eu un, mais encore une fois, il est capable d'avoir un gros pace, on le voit. Il a lancé 169 coups, il a double up Trajan Gore debout.
D'ailleurs, tout le monde qui backait Trajan, il pensait qu'il allait clip Rodolfo Vieira là, solidement. Finalement, c'est lui qui l'a double up. Puis à noter que c'est son premier fight camp avec les Fighting Nerds. Je pense que c'est quelque chose qui l'aide beaucoup. Non seulement il a amélioré sa boxe, mais je l'ai dit, il a amélioré aussi son travail au corps. Si on va voir les stats, vous voyez 22 body shots. Dans tous ses combats, vous pouvez aller vérifier là, plus tôt. Là, c'est rare que, pas Bo Nickel, là, que Rodolfo Vieira, il travaillait le body. Puis je pense que ça peut être un facteur clé ici. Là. Bo Nickel contre RDR, il s'est fatigué. Après 5 minutes, allez voir le combat, là, Bo Nickel est dead gas dans son coin. Il a réussi à faire 15 minutes avec Paul Craig, mais c'est un slow affair de 15 minutes, low output debout. Tandis que The Raider, 5 minutes, ils ont mixé le striking, le clinch, des scrambles, un peu de ground game. Bo Nickel était dead gas. Et RDR, il travaille le corps aussi. Beaucoup, beaucoup. Ce qui a fatigué Bo Nickel, puis ce qui a mené au knockout. Donc, not a good look. Puis honnêtement, je pense que Vieira, on l'a vu, là, il shoot souvent des takedowns. Même s'il ne réussit pas à amener Bo Nickel au sol, on le sait, le Bo Nickel, c'est un lutteur exceptionnel. Bonne chance de le mettre sur son dos. Même s'il ne réussit pas, Vieira, il devrait tenter juste pour créer des scrambles, faire travailler Bo Nickel puis le fatiguer de la même façon là, que RDR le fait. Je pense que ça pourrait lui ouvrir des opportunités. Je pense qu'actuellement, Rodolfo Vieira a un meilleur cardio de Bo Nickel. Je pense que il y a plus de cœur. Bo Nickel là, contre RDR, on dirait qu'aussitôt que ça s'est chauffé au deuxième round, allez voir le visuel. Avant le knockout, là, il se fait push contre la cage, c'est si magré, ses faces, on dirait qu'il veut plus être là. Je pense pas que c'est un bon nail, il aime pas ça encaisser. Bref, il est trop green pour moi. Il y a trop de upside, puis même si ça va au sol, si ça va au sol, c'est Vieira qui est le Jiu-Jitsu guy qui est décoré. Même s'il est en dessous, tout le monde dit Vieira, son bottom game, c'est moins sa force. Mais on ne l'a jamais vu sur son dos au UFC. Il n'y a personne qui l'a takedown. Il est allé sur son dos contre Hernandez, mais c'est même pas lui qui s'est fait takedown. C'est juste qu'il s'est fait reverse. Il était dead gas. Fait que s'il se fait amener au sol, il est sûrement capable de créer des scrambles, peut-être de reverse Bo Nickel. Puis si ultimement Vieira se ramasse en top, game on. Là, je pense que Bo Nickel de son dos, là, ça sera probablement pas fameux. On l'a vu un petit peu contre RDR, puis c'était panic mode là, pour lui. Fait que, bref, je pense que Vieira est très à l'aise dans ce combat-là. Puis je comprends pas pourquoi Bo Nickel est un si gros favori encore. Je pense que c'est plus du hype que d'autres choses. Il peut gagner, détrompez-vous, là, mais je pense que c'est un combat vraiment plus 50-50 que ce que les odds indiquent. Et avant de backer Bo Nickel là, à ce prix-là, il va falloir qu'il me prouve beaucoup de choses encore une fois. Fait que mon pick, un autre dog shot, on y va avec Rodolfo Vieira là, pour la win. On est rendu à la main card. On a un banger pour ouvrir ça entre Beneil Dariush et Benoît Saint-Denis. Écoutez, je vais être tout à fait transparent avec vous. Pré-flop, avant de faire mes recherches, j'étais là, man, BSD va passer au travers Dariush. Mais finalement, je pense que c'est un fight plus chaud là, que ce que les odds indiquent aussi. Puis je vous explique pourquoi. En fait, avant tout, 23-6-1 Dariush, 15-3 pour BSD, qui est le favori ici. 36 ans, 29 ans, ça me fait capoter. BSD est plus jeune que moi. Sérieux. Je sais pas ce qu'il dégage, de quoi il a l'air. On dirait qu'il est plus vieux que ça. 5-11, 5-10. La portée, un pouce de plus pour Saint-Denis. Pas une grosse différence. Un petit peu plus du côté de BSD pour la communauté. Les odds reflètent à peu près ça là, également. Moins 180, sans même diminuer un petit peu sur la majorité là, des books. Fait que, bref, je vous explique comment je vois ça. Je pense que skills pour skills, Dariush est probablement meilleur que Saint-Denis. J'ai l'impression que son striking est plus technique, plus efficace. Probablement un meilleur jiu-jitsu. Dariush, grappling élite. Je pense qu'il a une meilleure capacité de scramble. Je pense qu'il est de pair avec Saint-Denis, sinon supérieur dans beaucoup, beaucoup d'aspects. Là. Je pense que nos niveaux vitesse, je veux dire, Saint-Denis, c'est pas nécessairement le plus fast guy debout. Il y a un decent pop dans ses frappes, mais so Beneil Dariush. Niveau cardio, je pense que les deux ont un cardio decent. On a vu Dariush ralentir un petit peu à certains moments là, dernièrement. Mais à quel point, je veux dire, je pense que c'est très semblable, ils sont de part dans beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aspects. Maintenant, le seul truc qui m'inquiète, c'est le chin de Dariush. On le sait, là,
Dariush qui s'est fait knocker assez brutalement là, à quelques reprises contre Arman Tsarukyan. D'ailleurs, il avait pris un long layoff après là, de 2 ans. Contre Charles Oliveira, il s'est fait knocker par Alexander Hernandez. Brutal knockout par Edson Barboza. Je veux dire, le gars, il s'est fait geler une couple de fois par Rurasminigem. Pardonnez-moi la prononciation. Donc, il y a 6 défaites Dariush, il y en a 5 par KO. Donc, son chin est clairement compromis. Puis à 36 ans, ça ne va pas s'améliorer. Du côté maintenant là, de Saint-Denis, on le sait, là, c'est un gars extrêmement durable. Il a du cœur pour 20%. Son chin, on l'a vu se faire crack, mais je veux dire, il ne va jamais give up sur lui-même. Il va toujours continuer d'avancer. Dustin Poirier l'a knocké, mais il y avait un gros staph infection à ce qui paraît. Il était dead gas aussi. No shame in that. Mais quand même, puis du côté de l'opposition, je pense que Dariush a des plus grosses victoires clairement là, que Saint-Denis. Saint-Denis, ses 2 plus gros step-up, on va dire, il les a perdus. Là. Après ça, il y a eu des bonnes wins, clairement, beaucoup de finish, mais pas nécessairement contre du high level là, comme Dariush. Puis ce qui m'inquiète, c'est son combat avec Moïcano. Je veux dire, ici, là, sa défaite contre Moïcano, premier round, il s'est fait amener au sol. Pas un takedown classique, on va se le dire. Je pense que Saint-Denis a un très bon takedown defense, on va dire pour les takedowns réguliers, mais c'est plus Moïcano qui avait le read parfait. Saint-Denis qui est très actif avec ses kicks. Moïcano qui a catché le kick, qui a réussi à l'amener au sol. Mais c'est pas nécessairement l'amener au sol qui m'inquiète, c'est plutôt comment que Moïcano a réussi à dominer Saint-Denis une fois on top. Il l'a ragdoll, il l'a piece up, il lui a ouvert la face littéralement. Puis je crois que Dariush, c'est un meilleur grappler que Moïcano. No joke, là. Je pense qu'il a une meilleure capacité de scramble. Il y a probablement un jiu-jitsu plus dangereux. Ground and pound, peut-être pas. Je pense que Dariush est un moins bon ground and pound puis moins agressif que Moïcano. Mais sinon, en termes de jiu-jitsu puis de grappling général, overall, je pense qu'il est de part sinon supérieur que Moïcano. Puis je pense que Dariush a avantage à initier le grappling dans ce combat-là. Donc, si Dariush réussit à amener le combat au sol, take the back, contrôler Saint-Denis, je pense qu'il est live pour gagner des minutes, peut-être aller chercher une décision. Sub, je sais pas, soumettre Saint-Denis, ça doit être extrêmement difficile, là, à mon avis, mais c'est live. Mais maintenant, si on revient même au combat de BSD puis Moïcano, quand on dit qu'il y a no quit, je veux dire, Saint-Denis, il a la face fendue en 8. Il saigne puis il réussit à gagner le deuxième round. Il a outstrike Renato Moïcano au deuxième, ce qui est assez drôle. Si on regarde le nombre ici, vous voyez, 21-15 pour Saint-Denis au deuxième round. Il y a un œil qui va complètement pour rien. Puis il stuff les takedowns. Vous voyez, Moïcano, 2 takedowns, pas une tonne, mais il réussit à les défendre. Fait que ce ne sera pas chose facile d'amener Saint-Denis au sol. Il est tellement physique, il est tellement fort, surtout early. Mais si Saint-Denis, c'est ça qui m'inquiète un petit peu aussi, si c'est lui qui essaye d'initier le grappling puis d'amener Dariush au sol, je pourrais voir des situations qui se survirent contre lui. Je veux dire, il s'est fait reverse par Mauricio Ruffi. Okay? Oui, il l'a soumis, il a gagné, mais Beneil Dariush, c'est aucunement le même niveau de grappling là, qu'un Ruffi, ça n'a aucun rapport. Fait que je pense honnêtement que Saint-Denis, il doit garder ça debout. J'espère que c'est ça qu'il va faire. Il va garder ça dans le striking ou le clinch à la limite. Puis qu'il va essayer de clip Dariush. S'il fait ça, c'est ça son game plan. Je pense qu'il est extrêmement live puis un gros avantage dans ce match-up-là. Dariush qui est capable de rivaliser tat for tat de bout, je pense. Mais justement, on l'a dit, c'est son chin qui m'inquiète. Donc, écoutez, je suis très mixed feeling à propos du combat. Dariush s'y arrive, puis c'est lui qui shoot des tonnes de takedowns, qui a beaucoup de grappling. Je pense que c'est un combat qui va être extrêmement beaucoup plus serré que ce que les odds indiquent. Mais si ça reste debout, j'ai pas le choix de l'aller du côté de BSD avec le chin là, compromis de Dariush. Bref, il y a des arguments pour le dog, mais je vais sider tout de même du côté de Saint-Denis pour mon pick. Mais je me garde tout de même une petite réserve. Je suis moins confiant que ce que je croyais là, en début de semaine. Leon Edwards versus Carlos Pradesh chez les 170 livres. Très bon fight. Je suis du côté de Pradesh. J'hésitais un petit peu l'inverse du dernier combat. Avant de faire mes recherches, je pensais que ça allait être plus serré que ça un peu. Puis finalement, j'ai pris un clear side du côté de Pradesh après mes recherches. Si on regarde 22-5 Edwards, l'ex-champion,
22-7 pour Pradesh, qui est tout de même un bon favori. 34 ans, 32 ans, 6 pieds 1, 6 pieds 2, mais gros avantage de range là, pour Pradesh à 78 pouces de portée. Oh, communauté pas mal du côté de Pradesh, je ne m'attendais pas à ça. Au niveau des odds, est-ce que ça s'est resserré? Moins 163 pour Pradesh sur certains books. Honnêtement, du moins 160, ça commence à être intéressant. Moins 190, moins 200, j'aime moins ça. Mais dans ces eaux-là, ça me parle un petit peu plus, là, je vais vous l'avouer. Maintenant, rapidement, on va se dire, Edwards, il a été champion. Je pense que Edwards, il est allé plus haut que les expectations de tout le monde dans sa carrière. J'ai jamais été super high dessus, donc de réussir à être champion, battre Kamaru Usman de la façon qu'il l'a fait, un des KO les plus spectaculaires que j'ai vu honnêtement. Pas juste en termes du KO comme tel, je veux dire le head kick super beau setup, mais plus tout le narratif autour. Edwards qui est probablement là, et qui perd les 4 premiers rounds puis qui réussit à aller chercher le knockout à 1 minute de la fin du combat. Un knockout cold, pas un TKO. Il n'y a pas de question. Très, très impressionnant. Après ça, réussi à emporter le rematch contre Kamaru Usman, mais honnêtement, Usman qui a clairement ralenti un petit peu après ça. No shame quand même, belle victoire. Après ça, il a battu le Ghost de Colby Covington. Honnêtement, c'était pas super impressionnant comme performance. Colby, je pense aussi qu'il est au bout de la corde de sa carrière. Après ça, il s'est fait piece up, dominé par Belal Muhammad, et il s'est fait dernier combat. On va en parler tantôt, Sean Brady, mais il s'est fait ragdoll, il s'est fait sub au 4e round. Not a good look. Et du côté de Pradesh, on sait, là, c'est un striker très, très, très dangereux. C'est pas un decision guy. Carlos Pradesh, il cherche le finish, le walk-off KO. Et pratiquement toutes ses victoires au UFC sont des walk-off KO. Il n'y a pas de performance of the night à Dana White Contender Series, mais il y en aurait eu une s'il y avait des bonus là, dans ça. Toutes ses wins, c'est des bonus de performance. C'est toutes des walk-off KO. Carlos Pradesh, extrêmement dangereux debout. Très bon striking. Dangereux, ça n'a pas de sens honnêtement. Fan favorite, clairement, là, le clopeur Carlos Pradesh qui TKO tout le monde. Il y a eu un petit upside ici contre Machado Gary. Bref, on en reparle dans un instant. Maintenant, ce que je veux vous amener, quand j'ai commencé ma recherche, c'était là, c'est quand que Leon Edwards a affronté un pure striker pour la dernière fois. Parce que si on regarde sa run ici, là, Brady Grappler, Belal Grappler, Colby Grappler, Kamaru, mostly Grappler, Nate Diaz, ça remonte à ici. Tu sais, même avant, Belal Mohamed, Grappler, Dosenia, c'est capable de striker, mais récemment plus dans le grappling. Gunnar Nelson, grappler. Donald Cerrone, oui, un striker. Décision 5 rounds contre un Donald Cerrone, un 155 livres. Not a good look. Maintenant, si on revient justement à son dernier combat contre un striker pur, Nate Diaz. Pas le meilleur combat du monde. Leon Edwards qui domine pour la majeure partie. Par contre, Nate Diaz, un gaucher aussi, comme Prates qui se bat du stance de gaucher. Edwards il se fait allumer par des gauches de Nate Diaz. Nate Diaz qui est un ex-155 livres, qui n'est pas très athlétique, on va se le dire. Je veux dire, oui, il a un cardio de fou, c'est un athlète, mais c'est pas un gars super explosif, rapide, avec un power de fou dans ses mains. Surtout en fin de combat, 4-5e round, Nate Diaz, même s'il est bloody up, il s'est fait takedown à plusieurs reprises. Il give up pas, puis il clip Edwards avec des gauches. Et au 5e round, à 1 minute de la fin, il wobble Edwards solide. Vous irez le voir si vous ne l'avez pas vu. Là. La grosse gauche qui passe, Edwards chicken leg, il est plus là. Chicken dance, pardon. Il est plus là pendant tout. C'est juste que Nate Diaz, il s'en fout un peu, puis au lieu de push puis d'essayer de le finir tout de suite, il pointe puis il rit de sa gueule. C'est du Nate Diaz tout craché. Mais man, Leon Edwards s'est fait crack hard par Nate. C'est pas un good look. Puis même s'il a gagné la décision des juges, honnêtement, en tant que fan, là, on s'entend tout le monde là, que Nate Diaz a gagné le combat sur ce moment-là. Edwards qui est low pace, je veux dire, c'est un combattant très technique debout, oui, mais il n'y a pas un gros output, il se tient loin. Il n'y a pas une force de frappe phénoménale, honnêtement. Même s'il y a head kick knockout Kamaru Usman, je veux dire, il n'y a pas une tonne de KO au UFC level. Je pense que Carlos Prates est vraiment plus dangereux debout.
Et s'il se fait toucher par une gauche de Prates comme Nate Diaz, il va pas juste faire un chicken dance, il va être out cold à mon avis. Je pense vraiment que Leon Edwards a un menton suspect. On ne l'a pas vu souvent tester nécessairement. Là. Oui, il a reçu beaucoup de frappes d'autres fighters, je veux dire, là, mais pour qu'il se fasse wobble la sorte par Nate Diaz, et je vous amène ici un peu plus bas, par Brian Barberina. Au deuxième round, il s'est fait knockdown solide par une gauche encore, si je ne me trompe pas. C'est pas un good look, honnêtement. Je pense vraiment là, que Edwards, il a peut-être une durabilité compromise. Et là, au point où est-ce qu'il en est, je pense que malheureusement, oui, ses plus beaux jours sont derrière lui. Okay? Sa petite streak ici, là, les 4 wins, c'est bien beau, là, mais je pense qu'on voit un déclin. Il s'est fait ragdoll par Brady, il s'est fait sub. Je pense que Edwards a des problèmes de confiance. On a parlé d'un combattant plus tôt sur la carte, là, mais je pense que ça se passe beaucoup entre ses deux oreilles. Je pense qu'il peut se faire briser. Puis Pratesh, à l'inverse, il est ultra confiant. Il arrive sur un hype. Oui, il y a eu une défaite contre Gary, mais il l'a effacé avec un super beau knockout contre Geoff Neal, qui je crois est un striker plus dangereux là, que Leon Edwards, clairement. Même Gary, mettez Gary contre Edwards, je pense que Gary, il passe assez facilement. Puis ce qui a donné la difficulté à Pratesh dans le match-up avec Gary, c'est son footwork, c'est la mobilité de Yann Machado Gary, sa capacité à sortir, même quand il se faisait emprisonner. Pratesh, si corner Edwards, ça va être un petit peu plus tough, là, à mon avis. Dernier facteur que je regardais, qui m'a quand même traversé l'esprit, Leon Edwards, il pourrait amener Pratesh au sol. Edwards est capable d'avoir des takedowns, mais c'est pas un lutteur élite. Puis Pratesh qui démontre un très bon takedown defense. Je veux dire, contre Gary, là, vous voyez, 19 attempts, puis s'est fait amener au sol 4 fois. Puis sur 19 takedown attempts, là-dessus, il y a du clinch, whatever, il s'est fait contrôler 3 minutes. Fait que bonne chance à Leon Edwards pour amener Pratesh au sol 1, puis 2, le contrôler. Fait qu'honnêtement, je pense que Pratesh est live pour un autre knockout reel. Puis je pense que même ça va à la décision. Je veux dire, les deux sont low volume, mais il y en a un qui a un gros power upside, puis quand il touche, tout le monde va crier. Il va peut-être wobble Edwards. Je pense clairement qu'il est live pour la décision également. Fait que give me Pratesh all the way. Je pense qu'il va passer le Leon Edwards test in good fashion. Next, on a un autre combat chez les 170 livres, un banger. Guys, ce combat-là est incroyable. Sean Brady versus Michael Morales. J'ai extrêmement hâte de voir ce fight-là. Et probablement que le gagnant va affronter, va avoir un title shot next. C'est mon feeling. Si on regarde 18-1 pour Brady, 18-0 pour Morales, 32 ans, 26 ans, 5 et 10, 6 pieds. Mais honnêtement, on a vu le face-off. Je ne sais pas s'il y avait des souliers qui grandit, mais Morales, il avait l'air d'avoir plus que 2 pouces que Brady. La portée, gros avantage pour Morales à 79 pouces, qui a honnêtement un gabarit incroyable là, pour les 170 livres. Il est encore jeune, là, mais je pense qu'avec l'âge, il pourra peut-être plus cut là, à ce poids-là éventuellement. La communauté, un peu plus du côté de Brady. Et je vais vous avouer que je cède également là, du côté de Sean Brady. Si on regarde un petit peu là, le résumé, Michael Morales, c'est un freak athlete, honnêtement. Là. On le voit un petit peu, là, on le reconnaît pour ses knockouts, son striking. Mais Michael Morales a un background de judo principalement et de lutte. Ses deux parents, je crois, c'est des très très hauts niveaux en judoka. Fait que, bref, il a commencé là-dedans très très jeune. Bon striking, technique décente, mais je veux dire, c'est vraiment son power. Il a l'air d'avoir les mains pesantes en sacrament là, qui fait la différence. Comment il utilise sa portée également. Fait que 26 ans, tout jeune, beaucoup de place au progrès encore. Puis il risque d'avoir fait du progrès là, depuis son dernier combat. Si on regarde son résumé, Veretnikov, victoire mid. Guys, pas nécessairement un super haut level. Fugit non plus. Max Griffin, correct. Jake Matthews, victoire, une belle victoire. Neil Manny, il a passé le Manny test qui est au premier round. Bien fait. Gilbert Burns, je pense que Burns est un petit peu au bout de sa carrière également. Undersize aussi pour la division. Il vient des 155 livres, donc il y avait vraiment une grosse différence. Là, on a réussi à le mettre out au premier round. Belle performance, un bonus. On revient dans un instant. Puis du côté de Brady, on sait peut-être un peu moins polyvalent que Morales, dans le sens où Sean Brady il a un striking correct, il est capable d'échanger, mais le facteur danger est moins là debout clairement. Sean Brady,
c'est sa lutte, c'est son grappling qu'on connaît. C'est là qu'il chaîne le plus puis qu'il donne le plus de problèmes à ses adversaires. Début de carrière, encore une fois, peut-être pas du haut niveau, mais il a aussi battu Jake Matthews. Puis non seulement il l'a battu, il l'a sub, assez impressionnant. Sa seule défaite contre Belal Muhammad, c'est ça qui a laissé une tache à son dossier. Je pense que c'est ce combat-là qui font que beaucoup de gens penchent du côté du underdog Michael Morales. Léger underdog, c'est pas un gros dog, je pense qu'il est à plus 120, plus 130. Sean Brady qui s'est fait outstrike par Belal et il n'a pas réussi à avoir ses takedowns. Belal qui a un très bon takedown defense et ultimement il s'est fait piece up. Il y a Gaz out, Belal qui a put un gros number sur lui. Fait que, bref, défaite assez cuisante, mais je pense qu'il a appris de ça depuis. Ça fait quand même 3 ans. Puis Belal, on dira ce qu'on voudra, il était champion. Il a une lutte incroyable, un pace incroyable, un super bon cardio, puis un striking amélioré, peut-être pas le plus élite, le plus puissant, il frappe moins fort que Morales, mais techniquement, je veux dire, Belal debout, c'est pas non plus un 2 de pique. Après ça, victoire très impressionnante contre Kelvin Gastelum, qui est un gros bonhomme quand même, peut-être moins grand qu'un Morales, mais tout de même un gros bonhomme pour la division. Il l'a soumis au 3e round, ça a été one-way traffic, on va se dire. Fait que vraiment impressionnant. Gilbert Burns, n'a pas réussi à le mettre out. Mais justement, Sean Brady, sa game, c'est plus les soumissions. Gilbert Burns, un prodige du Jiu-Jitsu. Je peux comprendre qu'il n'ait pas réussi à le soumettre. Mais pareil, performance dominante. Sur 5 rounds, 7 takedowns, 130 coups significatifs, 10 minutes de contrôle. Il a shooté 17 attempts. Fait que je pense que son cardio, il est patché. On le voit là, 368 coups tentés. D'après moi, le cardio, il va hold on. Du moins, il y a des bonnes chances. Et son dernier combat contre Leon Edwards, il a passé au travers l'ancien champion, comme dans du beurre chaud. Domination complète et la sub au dernier round. Fait que maintenant, ce combat-là, comment ça va play out? Est-ce que Brady va réussir à amener Morales au sol? C'est ça la grosse question. Puis honnêtement, je pense que oui. Je pense que techniquement, il y a la lutte pour. Mais aussi que Morales, même s'il a un background en judo, en lutte, on l'a vu, il peut non seulement se faire takedown, mais il peut se faire contrôler. Je vous amène ici en premier contre Trevin Giles. Trevin Giles qui n'est pas reconnu pour être un lutteur, du moins au UFC level, lutteur exceptionnel, grappler exceptionnel, combattant capable, ok, je ne dis pas l'inverse, mais vous voyez un average de 1.7 takedown, 1.07 takedown par 15 minutes, précision mid, pas une tonne de sub-attempt. Il a réussi à takedown Morales au premier round. Puis non seulement le takedown, mais il va chercher une position de arm triangle très très rapidement, ce qui est inquiétant. Puis écoutez, si Sean Brady se retrouve dans la même position que Trevin Giles a eu, c'est terminé. Là. Je pense qu'il choke, qu'il fait taper Morales clairement. Mais là, Giles, pas le même niveau définitivement qu'un Brady au sol. Il a fini par se faire reverse, puis Morales qui l'a knocké à la fin du round. Combat suivant, Adam Fugit, il a réussi à takedown Morales au premier round. Non seulement il l'a takedown, mais il a réussi à le contrôler pendant 1 minute 51, ou presque, pas tout du sol. Je pense qu'il y a un petit peu de clinch là-dedans, mais pas une tonne. Fait qu'on a vu Morales sur son dos, on l'a vu se faire contrôler, puis encore une fois par un combattant qui n'a vraiment pas le même niveau de grappling et de lutte là, qu'un Sean Brady. Les combats suivants, il n'y a pas eu trop ces problèmes-là, on va se le dire. Et sinon, son dernier fight, oui, il a réussi à passer Gilbert Burns au premier round, il l'a knocké, mais il s'est tout de même fait takedown une fois. Puis Gilbert Burns, c'est pas un combattant extrêmement physique, je crois, pour les 170 livres du moins, 155, il l'était un peu plus. Il réussit à takedown, Morales pop right back up, mais il donne son dos en se relevant, Burns est prêt à décapitaliser. Mais encore une fois, si tu donnes ton dos à Sean Brady, je pense que ça pourrait être de l'eau chaude assez rapidement. Donc, Morales, même s'il a un bon background, on l'a dit en grappling, lutte, judo, je pense qu'il n'est pas bulletproof aux amener au sol. Puis je pense que Brady va probablement avoir du succès. Maintenant, on l'a dit, c'est un freak athlete. Morales, très fort physiquement, très puissant. Mais sauf Sean Brady, je pense que c'est un gars sa force physique est sous-estimée. Puis s'il réussit à mettre les mains sur Morales et à le takedown, je crois vraiment qu'il va être capable de cumuler du control time. Puis la sub-defense de Morales, on ne la connaît pas. Je veux dire, il est 18-0, il a passé au travers de tout le monde. Il y a Giles qui a eu un sub-attempt officiellement, mais c'est pas le même niveau, on l'a dit, qu'un Sean Brady. Fait est-ce qu'il est vraiment capable de, s'il est sur son dos, se relever de façon constante contre un Sean Brady, et de 2, défendre les sub-attempts. Maintenant,
Il y a l'aspect, ça peut aller dans les deux sens à mon avis. Il y en a beaucoup qui parlent de la fatigue, du cardio. Si Sean Brady tente énormément de takedown, Morales défend, ben Sean Brady, il pourrait se fatiguer. C'est une possibilité, clairement. Puis s'il se fatigue, puis ça reste à distance, on s'entend, Michael Morales, il va dépecer Sean Brady. Ça, je ne suis pas en désaccord avec personne qui pense ça. Si Sean Brady n'arrive pas à obtenir les takedowns, il va se faire piece up, puis probablement knock the fuck out. Mais à mon avis, il va être capable. Mais c'est un autre couteau à double tranchant dans le sens où Sean Brady il réussit à avoir des takedowns, il réussit à faire travailler Morales. Morales, oui, technique, mais s'il se base juste sur sa force et sa physicalité pour se relever à la répétition, c'est lui qui pourrait peut-être fatiguer et avoir un petit peu plus de problèmes late et donner un peu plus de facilité à Sean Brady d'avoir les takedowns pour les amener au sol. Fait que clairement, là, il y a des gros arguments pour les deux sides, mais je vais leaner du côté de Sean Brady. Je pense qu'il va être capable d'amener le combat au sol, soit de dominer pour la majeure partie, d'aller à une décision convaincante, ou peut-être même de trouver la sub. Honnêtement, Morales, un super prospect. Je pense que top 5 material pour de vrai. Peut-être même un contender au titre dans le futur, mais il a juste 26 ans. Sean Brady, je pense qu'il est un petit peu plus prime, entre guillemets. Il va arriver là avec un bon game plan. Je pense qu'il va être capable de vaincre Michael Morales. Demi-finale, on a Weili Zhang versus Valentina Shevchenko. Quel fight! Honnêtement, probablement le meilleur fight féminin qu'on peut faire en ce moment. Incroyable. Zhang Weili, champ des 115 livres qui monte chez les 125 livres, tenter de décrocher une ceinture dans une deuxième weight class. Et on a de l'autre côté Bullet, Valentina Shevchenko. Quel combat! Quel combat! Honnêtement, les odds presque un pick'em. Encore une fois, il y a beaucoup de combats comme ça sur la carte, mais il y a des très bons arguments pour les deux côtés. 25-4-1 pour Valentina, 26-3 pour Zhang Weili, qui est la légère underdog ici. 36 ans, 37 ans. Le poids, on le voit, là, c'est Zhang Weili qui fait 125 livres pour la première fois. Léger avantage de grandeur et de portée pour Valentina, mais rien de majeur. Et là, la communauté qui favorise Zhang, ça me surprend quand même un petit peu là. Ici. Si on regarde, on ne va pas faire tout leur résumé. Je vais essayer de ne pas trop m'attarder là-dessus. Mais les deux ils ont affronté les meilleurs de leurs divisions respectives. Je crois tout de même que Valentina a probablement affronté un niveau de position un petit peu plus élevé que Zhang Weili. C'est mon opinion, là. Est-ce que c'est parce que c'est une catégorie de poids plus haute? Je ne sais pas, mais c'est sûr que ça rentre en jeu. Maintenant, les deux, les élites de leur division respective, clairement, les deux ont des striking incroyables, ils ont une bonne technique, un bon output, bon footwork, ils ont leur style à eux, peut-être des petites différences, là, dans le sens où Valentina, je crois qu'elle rely un petit peu plus sur les contres, d'être un petit peu moins mobile overall, mais tout de même capable de bouger là, convenablement sans problème. Les deux sont capables d'obtenir des takedowns du contrôle, les deux peuvent se faire takedown également. Je pense que ça va être un super beau display de mixed martial arts. On va voir toutes les facettes de la game. Je crois que les deux combattantes vont avoir leur moment, puis ça va être une décision extrêmement serrée. Et maintenant, mon pick, je l'ai du côté de Valentina. Principalement, je crois, à cause, justement, la nouvelle division de poids, je pense que ça va jouer dans balance. Zhang Weili qui va se battre chez les 125 livres, pas contre n'importe laquelle, contre la meilleure de la division. Je crois qu'il va y avoir une différence de physicalité. Zhang Weili comme quand même fort, mais peut-être même aussi là, un petit peu au niveau de la puissance. Et puis l'expérience, écoutez, je l'ai dit rapidement, là, Valentina, elle a battu les meilleurs 125 livres, mais elle a battu aussi dans les meilleurs 135 livres. Elle a eu une décision partagée, elle est allée back and forth avec Amanda Nunes, la GOAT, à 135 livres. Deux fois, elle est allée à la décision avec, deuxième fois, décision partagée. Je veux dire, c'est fou ce qu'elle a accompli là, au UFC. Un des records, je pense, de plus de défense de titre, là, ou presque, là, du moins là, chez les femmes. Tu sais, Zhang Weili, elle a battu des extrêmement bonnes combattantes, on ne se le cachera pas. Elle aussi, elle a défendu sa ceinture à plusieurs reprises. Mais je pense que le Valentina test, ça va être tough. Je l'ai dit, niveau physique, je peux voir les deux avoir du succès autant dans le grappling que dans le striking. Mais mon feeling, mon impression, c'est vraiment que Valentina va être capable d'edge out. Pour de vrai, en ce moment, j'ai aucun bet sur ce combat-là. Je vais peut-être plus viser des prop bets, style les coups significatifs.
les takedowns. Mais niveau gagnant-gagnante, je ne suis pas certain que je vais en venir à un money line. Le Decision Props, je pense que c'est un bon parlay piece. Donc, Fight Goes to Decision. Ça me surprendrait qu'on voit un finish dans ce duel-là. Puis, honnêtement, ça peut aller d'un côté comme de l'autre, mais pour les raisons que je vous ai mentionnées, léger ligne là, du côté de Valentina. Attendez-vous à un combat vraiment divertissant, à mon avis, là, ce samedi. Et la finale tant attendue, Islam Makhachev qui monte chez les 170 livres pour essayer de vaincre Jack Della Maddalena pour la ceinture des 170 livres. Quel fight, honnêtement! Extrêmement hâte. J'ai été back and forth toute la semaine sur mon pick. J'ai fini par l'aîné du côté de Islam. Islam qui est 27-1, Jack 18-2. Les deux sont sur des streaks incroyables. 29 ans pour Jack, 34 ans pour Islam, 5-11, 5-10, 73 pouces de portée pour Jack, 3 pouces de plus, ou 2,5 là, par rapport à 70,5 du côté de Islam. Très partagé quand même pour la communauté, 58-42, vous voyez. Islam qui est favori, mais pas nécessairement par une super grosse marge, moins que ce que les odds indiquent du moins. Et de prime abord, je pense que Jack, c'est le value side. Je veux dire, si vous voulez parier sur un money line straight up, vous voyez, ça monte le plus 255 sur Jack. Je pense qu'il y a une belle value. Je veux dire, oui, mon pick, c'est Islam, mais je pense pas là, que Islam il gagne ce combat-là 75% du temps nécessairement. Du moins pas jusqu'à preuve du contraire. Les deux, ils ont un résumé assez fou là, pour de vrai. Islam, là, il a déjà perdu, oui, mais ça remonte à loin. Il s'était fait counter hooks, si je ne me trompe pas, contre Adriano Martins, mais depuis dominant, là, sur dominance après dominance. Champion des 155 livres. Et puis, du côté de Jack, très beau parcours aussi, invaincu au UFC level. Je crois que ces deux défaites sont arrivées au début de sa carrière professionnelle. Lately, si on regarde, Jack qui revient de sa victoire où il a emporté le titre justement à Montréal face à Belal Muhammad, une décision. Il a réussi à edger de façon unanime. Mais honnêtement, je pense que Belal, je suis de ceux qui croient qu'il n'a pas fighté à ses forces dans ce combat-là. Belal qui a shooté, je pense, 9 takedowns dans tout le combat. Lui qui est connu pour avoir un grappling pace relentless. Il a commencé à commit au takedown vraiment plus en fin de combat, mais il était trop tard. Jack Della Maddalena, excellent striker, excellent boxeur, travaille bien le corps, bonne puissance de frappe. Si tu échanges tit for tat debout avec lui, ça va être dur là, d'avoir le edge, c'est sûr et certain, même pour un combattant comme Islam Makhachev. Islam qui a un striking décent aussi, mais je pense que s'il y a des échanges de boxe, de striking prolongés, on n'a pas le choix de favoriser Jack, c'est sûr et certain. Maintenant, de l'autre côté, Islam, oui, striking très fonctionnel, décent, beaucoup de progrès depuis le début de sa carrière, mais c'est son grappling pace qu'il faut aller voir. On parlait de Belal, justement. Je pense que Makhachev est encore plus redoutable au sol qu'un gars comme Belal, honnêtement. Et je crois que Islam, il va vraiment commit à son game plan. Il ne va pas de hang around et essayer de prouver que c'est un bon boxeur à Jack. Je pense qu'il va essayer d'amener le combat au sol rapidement et souvent. Il va se battre à ses forces. Il y a Khabib, un super bon mind dans son coin. C'est clair qu'il ne va pas hang out trop longtemps debout, à moins qu'il soit incapable d'avoir ses takedowns. Mais pour de vrai, je ne penserais pas que ça soit le cas. Je pense que Islam va être capable de takedown Jack à maintes reprises. On l'a vu, là, Jack s'est fait takedown, oui, contre Belal, mais il s'est fait takedown 7 fois contre Gilbert Burns. Gilbert Burns qui a un très bon jiu-jitsu, mais je ne pense pas que la physicalité et le contrôle de Islam. Puis là, je vous dis tout de suite, j'amène ce point-là. Oui, Islam, il monte à 170 livres, mais je pense que ça ne sera pas un super gros problème. Islam, il a l'air huge à 170 livres. Et Jack, c'est pas nécessairement un énorme welterweight non plus. Où est-ce que ça pourrait jouer? C'est est-ce que ça va fatiguer Islam? Ou à l'inverse, ça pourrait l'avantager. Peut-être que Islam, en vrai, c'est sa catégorie de poids naturelle depuis longtemps. Il faisait des coupes de poids de malade pour faire 155. Fait que peut-être que 170, ça va être mieux pour lui. Suits him better, puis qu'il va performer encore mieux qu'à l'habitude. Fait que, honnêtement, c'est un gros point d'interrogation, mais ça peut aller dans les deux côtés. Mais à voir comment il a fill out son frame,
Je pense que ça va look good pour vrai pour Islam à 170 livres. Donc, si on vient là-dessus, GDM s'est fait takedown control par Gilbert Burns, un combat qui perdait, je crois, si ça allait à la carte des juges. Puis finalement, il a réussi à knocker Gilbert à la toute fin. Il s'est fait takedown 3 fois par Basile Hafez, un combattant qui a pris le combat à quelques jours d'avis, qui s'avère être très médiocre vu les autres performances qu'il a faites. Jack qui est allé back and forth avec, qui a gagné la split decision, mais je veux dire, il s'est fait takedown 3 fois contre les 6 minutes 48. Not a good look. Il s'est fait takedown par Ramazan Emeev, par Engelouza. Je veux dire, Islam Makhachev va takedown JDM, c'est sûr et certain à 110%. Maintenant, est-ce que JDM va avoir ce qu'il faut pour scramble up, pour se relever, pour faire travailler Islam, le fatiguer et ultimement piece up Islam debout? Peut-être, il y a des chances. Je pense que les props, les lead props pour Jack sont intéressantes, mais debout, je crois qu'il va avoir beaucoup de difficultés. Ça pourrait être un live bet spot. Je pense que Islam Makhachev va avoir du succès early, c'est sûr et certain. Si on voit des signes de fatigue d'Islam, justement, la coupe de poids finalement un peu plus tough, ben là, ça pourrait être intéressant, live bet JDM. Mais honnêtement, là, je pense que Islam Makhachev va être capable d'edger ça. Peut-être la décision, mais peut-être même une soumission. Je veux dire, il y a 2 combattants qui ont eu des sub-attempts officiels contre JDM. Ils n'ont pas réussi, mais ils n'ont pas le ground game, la dominance, le squeeze de Islam Makhachev, à mon avis. Je crois que c'est un autre beast. Puis pré-flop, je voulais pick JDM. J'y ai pensé toute la semaine, mais écoutez, après les tape studies, la recherche, j'ai l'impression que Islam va aller chercher une ceinture dans une deuxième catégorie. C'est mon feeling. Jack, 29 ans, il s'entraîne fort. Il y a un bon camp avec Vos, avec Greg Jones, je ne me trompe pas. C'est sûr qu'il va progresser. Ça va peut-être être plus dur un petit peu que ce que je pense de l'amener au sol. Mais je crois réellement que Islam va être capable d'avoir du succès et potentiellement aller chercher la belt. Encore une fois, je vous le rappelle, côté Moneyline, je pense que la value est du côté de JDM. Mais honnêtement, je vais attendre pour le bet live si jamais je veux pull le trigger. Fait que Islam Makhachev, for me, confiance, low à moyenne. Mais un combat que j'ai vraiment hâte de voir. Un des main events les plus intrigants qu'on a vu là, dernièrement. Fait que that's it, gang. On a passé au travers la carte. Super fun card. Si jamais vous avez des commentaires, whatever, vous voulez discuter d'un fight, n'hésitez pas à m'écrire, que ce soit sur Instagram, whatever. Toujours un plaisir de discuter MMA. Puis n'oubliez pas ce que je vous dis, à moins que je mentionne précisément que je l'ai parié, ce sont des picks, ce ne sont pas des bets. Fait que gardez-vous une réserve, ne faites pas n'importe quoi. Pariez jamais plus que ce que vous êtes prêt à perdre et surtout ayez du fun là, demain lors de la carte. Je vous souhaite une belle journée, gang. Peace.